parmi les services publics qui sont très inquiets en ce moment. Plus de 10 ans d'amour, une fille. Un foyer construit loin des projecteurs. Et pourtant, Anne-Claire Coudray n'a jamais épousé Nicolas Vix. À 49 ans, la présentatrice star du journal de TF1 assume encore ce choix. Mais depuis quelque temps, une autre question beaucoup plus troublante revient chez certains téléspectateurs. Et si la véritable raison se trouvait juste devant les caméras? Car lorsqu'Anne-Claire Coudray apparaît aux côtés de Gilles Boulot lors des grandes soirées de TF1, quelque chose intrigue, un regard, un sourire presque imperceptible. Une phrase interrompue que l'autre sait immédiatement reprendre. Parfois même, quelques secondes de silence semblent suffire pour qu'ils se comprennent. Lors des soirées électorales ou des éditions spéciales, tout peut basculer en direct. Une information tombe au dernier moment, un invité refuse de répondre, le conducteur change, une question dure quelques secondes de trop. Pourtant, Anne-Claire et Gilles donnent souvent l'impression de fonctionner avec une étonnante facilité. Et forcément, le public observe. Il ralentit les images, interprète les sourires, donne un sens au regard. Peu à peu, la complicité professionnelle devient, dans l'imagination de certains, quelque chose de beaucoup plus intime. Une rumeur finit alors par nourrir une question presque provocatrice. Gilles Boulot aurait-il quelque chose à voir avec le refus d'Anne-Claire Coudray d'épouser Nicolas Vix? Certains sont même allés jusqu'à imaginer que Nicolas serait l'homme de sa vie privée, tandis que Gilles serait celui qui comprendrait une partie d'elle inaccessible aux autres. Et c'est précisément là que cette histoire devient plus intéressante que la rumeur. Car pendant que le public regarde Gilles, Nicolas Vix est là. Depuis plus d'une décennie, ils partagent le quotidien d'Anne-Claire. Ensemble, ils ont accueilli leur fille Amalia. Ils ont construit cette stabilité que la journaliste avait si longtemps cherchée. Nicolas n'est pas journaliste. Il ne vit pas au rythme des conférences de rédaction et des éditions spéciales. Il appartient à un autre monde. Alors pourquoi ne pas l'épouser? Pourquoi une femme capable de s'engager pendant plus de 10 ans hésite-t-elle devant une cérémonie? Et surtout, pourquoi cette question semble-t-elle toucher quelque chose de beaucoup plus ancien chez elle? Pour le comprendre, il faut oublier un instant le plateau parfaitement éclairé de TF1. Il faut oublier Gilles Boulot, Nicolas Vix, le journal de 20 heures et cette femme calme que des millions de Français connaissent aujourd'hui. Parce qu'avant de devenir l'un des visages les plus familiers de la télévision française, Anne-Claire Coudray était une femme qui partait. Toujours. Une valise pouvait rester prête. Un appel de la rédaction suffisait. Et quelques heures plus tard, elle pouvait se retrouver loin de Paris, là où beaucoup auraient précisément cherché à fuir. La Côte d'Ivoire, la Libye, le Mali. Anne-Claire a connu des endroits où la peur n'était pas une impression, mais une réalité. Et pendant qu'elle poursuivait les histoires des autres, quelque chose se fissurait silencieusement dans la sienne. Des rendez-vous manqués, des absences, une relation qui supporte un départ, puis un autre, puis encore un autre. Jusqu'au jour où quelqu'un ne l'attend plus. Bien avant le fauteuil du 20 heures, Anne-Claire Coudray vivait avec une valise presque toujours prête. Un appel de la rédaction, quelques mots échangés dans l'urgence, et quelques heures plus tard, elle pouvait se retrouver à des milliers de kilomètres de chez elle. Côte d'Ivoire, Libye, Mali. Pour le public, ces noms apparaissaient dans les titres de l'actualité. Pour Anne-Claire, ils représentaient le danger, l'incertitude et cette étrange obligation du reporter. Avancer précisément là où d'autres cherchent à fuir. Sur le terrain, elle construit progressivement sa réputation. Elle observe, interroge, raconte. Il faut rester lucide lorsque la situation se tend, continuer à travailler lorsque la peur apparaît et revenir avec des images capables d'expliquer ce que vivent ceux qui se trouvent au cœur des conflits. Mais chaque départ possède un prix invisible. Pendant qu'Anne-Claire poursuit l'information, quelqu'un l'attend ailleurs. Un dîner est annulé, un week-end disparaît, un projet est repoussé, puis vient un nouveau coup de téléphone et une nouvelle mission. Le problème n'est pas qu'elle n'aime pas suffisamment, c'est que son métier ne demande jamais la permission avant d'entrer dans sa vie privée. Peu à peu, l'absence s'installe. Anne-Claire peut rentrer, poser sa valise et penser que tout reprendra comme avant. Mais certaines distances ne se mesurent pas en kilomètres. Elles grandissent dans les rendez-vous manqués, les messages auxquels on répond trop tard et toutes ces fois où l'autre comprend qu'il devra encore attendre. Finalement, une relation sentimentale se brise. Et soudain, le paradoxe est saisissant. La journaliste, capable de garder son calme dans des situations dangereuses, se retrouve complètement désarmée devant une rupture. Sur un terrain difficile, elle savait quoi faire. Observer, comprendre, avancer.
Mais comment avance-t-on lorsque la personne que l'on voulait garder décide de partir? Cette fois, aucune préparation professionnelle ne peut la protéger. La douleur devient suffisamment importante pour qu'Anne-Claire cherche l'aide d'un thérapeute. Et ce travail l'oblige à regarder une vérité beaucoup moins confortable que tout ce qu'elle pouvait raconter devant une caméra. Peut-on aimer profondément quelqu'un tout en lui donnant systématiquement ce qu'il reste de notre temps? Car pendant des années, le journalisme avait reçu le meilleur d'elle-même. Son énergie, sa disponibilité, ses départs immédiats, sa capacité à vivre dans l'urgence. Et la vie privée devait parfois se contenter du reste. C'est dans ce contexte qu'une façon de penser s'est formée dans son esprit. Comment être une femme indépendante, passionnée par sa carrière, sans faire attendre indéfiniment l'homme avec qui elle était? Et ces absences constantes ont fini par provoquer la rupture de la relation précédente entre Anne-Claire. Elle lui apprend peut-être quelque chose d'essentiel pour l'avenir. L'homme capable de partager durablement sa vie ne pourra pas lui demander de renoncer à ce qu'elle est. Il devra avoir son propre univers, sa propre personnalité, son propre espace. Des années plus tard, cette leçon prendra un tout autre sens lorsqu'un certain Nicolas Vix entrera dans sa vie. Mais avant cette rencontre, Anne-Claire doit encore affronter une épreuve qu'elle n'avait probablement pas imaginée. Car lorsqu'elle quitte progressivement les terrains les plus dangereux, elle ne trouve pas la tranquillité. Après les routes dangereuses et les reportages en zone de conflit, un studio de télévision pouvait sembler presque rassurant. Pas de tir, pas de départ précipité, pas de frontières à franchir. En apparence seulement, car Anne-Claire Coudray allait découvrir une autre forme de violence, celle du regard. En 2013, une simple tenue en cuir suffit à déclencher une vague de commentaires. Sous les éclairages du plateau, le vêtement produit un effet inattendu. Et soudain, pour certains téléspectateurs, l'information passe au second plan. On ne parle plus seulement de la journaliste. On regarde son corps, sa silhouette, ses jambes, ses vêtements. Pour une femme qui avait passé des années à construire sa crédibilité sur le terrain, le contraste est brutal. Elle pouvait revenir de zones difficiles avec des témoignages essentiels et pourtant, quelques secondes d'image suffisaient parfois pour que le débat se déplace vers son apparence. Et les remarques ne disparaissent pas avec les années. Certains téléspectateurs commandent sa coiffure. Une femme lui reproche de porter trop souvent du noir. Un homme va jusqu'à lui écrire parce qu'il ne supporte pas de la voir bouger trop fréquemment son bras gauche devant sa poitrine. Cela pourrait prêter à sourire. Mais derrière ces anecdotes se cache une pression bien réelle. Une présentatrice doit être élégante, mais pas au point que sa tenue devienne le sujet. Elle doit être sérieuse sans sembler froide, souriante sans paraître légère, présente sans donner l'impression de vouloir prendre toute la place. Et surtout, elle doit continuer comme si ses commentaires n'existaient pas. Anne-Claire développe alors ses propres mécanismes de contrôle. Elle surveille davantage son image, mais elle devient aussi extrêmement prudente dans sa vie quotidienne. Paradoxalement, cette femme attirée par l'aventure évite le scooter. Elle renonce également au ski afin de limiter les risques d'accidents inutiles. Et il existe une habitude encore plus étonnante. Avant le journal, les présentateurs évitent bien même de prendre l'ascenseur. Pourquoi? Parce qu'une panne au mauvais moment pourrait les empêcher d'être sur le plateau à l'heure. L'anecdote paraît presque absurde. Pourtant, elle résume parfaitement la responsabilité du 20h. Lorsque plusieurs millions de Français vous attendent devant leur écran, 20h signifie 20h, past 20h01. Anne-Claire l'a résumé avec une simplicité désarmante. L'obligation essentielle d'un présentateur est d'être là lorsque le voyant rouge s'allume. Voilà donc le paradoxe. Une journaliste qui a connu des terrains dangereux commence à organiser sa vie autour de risques minuscules, une chute à ski, un accident de scooter, un ascenseur bloqué. Non parce qu'elle a cessé d'aimer l'aventure, mais parce qu'elle sait désormais qu'à une heure précise, des millions de personnes comptent sur elle. Et bientôt, cette responsabilité va prendre une dimension encore plus vertigineuse. 20 septembre 2015, ce jour-là, Anne-Claire Coudray ne reçoit pas simplement une promotion. Elle hérite d'un rendez-vous presque sacré pour des millions de Français, les journaux du week-end de TF1. Et surtout, elle succède à Claire Chazal. Pendant des années, sa voix, son visage et sa manière de présenter l'information ont accompagné les week-ends des téléspectateurs. Prendre sa place signifie donc accepter une comparaison permanente. La voix d'Anne-Claire est-elle différente? Son sourire est-il trop discret? Sa tenue trop simple? Sa manière d'interroger suffisamment ferme? Même ses silences peuvent être observés.
À partir de ce moment, chaque week-end, Anne-Claire entre dans des millions de foyers sans y être réellement invitée. Elle le reconnaît d'ailleurs avec une certaine philosophie. Puisqu'elle frappe à la porte des téléspectateurs 2 fois par jour, ils peuvent avoir un avis sur celle qui apparaît soudainement dans leur salon. Et certains ne s'en privent pas. Une coiffure déplaît. Le noir qu'elle porte agace une téléspectatrice. Un homme lui écrit même parce qu'il ne supporte plus de voir son bras gauche bouger devant sa poitrine. Derrière l'anecdote presque amusante se cache pourtant une réalité beaucoup plus dure. Le fauteuil de 20 heures ne s'éteint pas lorsque le générique se termine. Les commentaires suivent Anne-Claire après l'antenne. Une phrase maladroite peut circuler. Une hésitation peut être isolée. Quelques secondes imparfaites peuvent survivre beaucoup plus longtemps que les 20 minutes parfaitement maîtrisées qui les entourent. Heureusement, lorsqu'elle rentre chez elle, Anne-Claire possède désormais quelque chose qui lui avait longtemps manqué, un monde qui n'appartient pas à TF1. Et dans ce monde se trouve Nicolas Vix. Lorsqu'ils se rencontrent, Anne-Claire approche de la quarantaine et Nicolas de la cinquantaine. Cette rencontre tardive devient paradoxalement l'une des forces de leur couple. Ils n'ont plus besoin de se construire l'un à travers l'autre. Chacun possède déjà son caractère, ses habitudes, son métier et son espace de liberté. Surtout, Nicolas n'est pas journaliste. Entrepreneur, il appartient à un univers différent. Et pour Anne-Claire, cette distance devient précieuse. Après une journée où tout tourne autour de l'information, elle peut rentrer et parler enfin d'autre chose. Cela ne signifie pas pour autant que Nicolas ignore ce qui se passe à l'écran. Bien au contraire. À la maison, il devient parfois son propre Monsieur Michu. Il regarde le journal, lui envoie ses impressions, commente certains sujets et peut même comparer ce qu'elle vient de faire avec ce qu'il a vu sur une chaîne concurrente. Pas toujours ce qu'une présentatrice rêve d'entendre après son journal, mais peut-être exactement ce dont Anne-Claire a besoin. Nicolas ne regarde pas seulement la star du 20h, il regarde la femme avec laquelle il partage sa vie. Il peut la ramener vers une normalité où les audiences, les critiques et le voyant rouge ne décident pas de tout. Peu à peu, ils construisent un équilibre. Une maison, une famille. Puis leur fille, Amalia. Tout semble donc avoir trouvé sa place. Pourtant, un étrange paradoxe demeure. L'homme qui permet à Anne-Claire de quitter mentalement TF1 lorsqu'elle rentre chez elle n'est pas celui qui peut comprendre totalement ce qui se passe dans sa tête quelques secondes avant un direct. Cette peur-là, cette solitude particulière, ce moment où une information tombe et où il faut immédiatement continuer comme si rien ne pouvait vous déstabiliser, un autre homme la connaît parfaitement. Il s'appelle Gilles Boulot. Et bientôt, leur manière de se comprendre, avec un regard, un sourire ou quelques secondes de silence, va intriguer suffisamment les téléspectateurs pour faire naître une question beaucoup plus personnelle. Il suffit parfois de quelques secondes pour qu'un téléspectateur commence à imaginer toute une histoire. Une grande soirée électorale, une édition spéciale, des résultats qui tombent plus vite que prévu, un invité qui refuse de répondre, une information qui arrive quelques secondes avant la reprise d'antenne. Dans ce chaos parfaitement éclairé, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot semblent parfois fonctionner sans avoir besoin de se parler. Un regard suffit. Lorsque l'un sent qu'un échange s'enlise, l'autre reprend la parole. Quand un silence devient dangereux, une question arrive exactement au bon moment. Et après une séquence particulièrement tendue, un sourire discret semble parfois dire simplement « c'est passé ». Pour 2 journalistes habitués au direct, cette mécanique peut être parfaitement professionnelle. Mais pour certains téléspectateurs, elle paraît presque trop naturelle, car Gilles comprend quelque chose de très particulier chez Anne-Claire. Nicolas Vix peut lui offrir la stabilité lorsqu'elle rentre chez elle. Il peut l'aider à prendre du recul, parler d'autre chose, lui rappeler qu'il existe une vie après le journal. Mais Gilles, lui, connaît le vertige du voyant rouge. Il sait ce que signifie recevoir une information bouleversante quelques secondes avant de devoir parler. Il connaît l'invité qui s'emporte, le prompteur qui ne suit plus, cette fraction de seconde où le présentateur doit décider quoi dire alors que des millions de personnes regardent. Et Anne-Claire connaît exactement la même solitude. C'est peut-être pour cela que leur entente intrigue autant. À force d'observer leurs regards, leurs sourires et cette manière de se soutenir à l'antenne, certains ont fini par poser la question que personne ne pouvait réellement prouver. Leur relation dépassait-elle le cadre professionnel ? Et de cette interrogation est née une spéculation encore plus provocatrice. Anne-Claire partage sa vie avec Nicolas depuis plus d'1 décennie. Ils ont une fille, ils ont construit un foyer. Pourtant, elle ne l'a jamais épousé.
Alors certains pourraient être tentés de relier les deux histoires. Et si Gilles Boulot était la véritable raison pour laquelle Anne-Claire ne voulait pas franchir cette dernière étape avec Nicolas? Rien dans les éléments disponibles ne permet d'établir l'existence d'une liaison secrète entre Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Au contraire, leur proximité s'explique bien plus solidement par des années de travail et par une confiance née dans l'un des environnements les plus exigeants de la télévision. Gilles n'apparaît donc pas comme l'homme caché de cette histoire. Il ressemble davantage à un frère d'armes, quelqu'un qui comprend une partie extrêmement particulière de la vie d'Anne-Claire parce qu'il mène, lui aussi, la même bataille professionnelle. Et cette nuance change tout, car on peut être profondément lié à quelqu'un sans partager sa vie. On peut comprendre un collègue d'un seul regard sans l'aimer secrètement. On peut même avoir avec lui une complicité que son propre compagnon ne partage pas, simplement parce que chaque relation répond à une partie différente de notre existence. Gilles appartient au monde du direct. Nicolas appartient à celui qu'Anne-Claire retrouve lorsque les caméras s'éteignent. Alors, si Gilles Boulot n'est pas la raison pour laquelle Anne-Claire refuse le mariage, une question demeure. Pourquoi, après plus de 10 ans avec Nicolas Vix et une fille ensemble, ne veut-elle toujours pas se marier? Après les rumeurs, les regards échangés avec Gilles Boulot et toutes les suppositions, il faut finalement revenir vers l'homme qui partage réellement la vie d'Anne-Claire Coudray. Nicolas Vix. Plus d'une décennie ensemble, une fille, Amalia, et surtout une relation construite à un âge où ni l'un ni l'autre n'avait besoin de se réinventer pour plaire. Anne-Claire approchait de la quarantaine, Nicolas de la cinquantaine. Chacun avait déjà son caractère, ses habitudes, son métier, son espace, et c'est peut-être précisément ce qui a fonctionné. Nicolas ne lui demande pas de quitter son univers, il lui offre plutôt ce que cet univers lui enlève constamment, de la distance. Lorsque le journal est terminé, Anne-Claire peut rentrer chez elle et parler d'autre chose. Plus de conducteurs, plus d'audience, plus de voyants rouges. Elle redevient une compagne, puis une mère. Et Amalia, elle, n'est même pas particulièrement impressionnée de voir sa mère à la télévision. Ce qu'elle comprend davantage de la célébrité, ce sont ces moments dans la rue où des inconnus arrêtent d'Anne-Claire pour lui demander une photo. Pour l'enfant, ce n'est pas nécessairement glorieux. Elle peut simplement avoir l'impression que, pendant quelques instants, sa mère lui est retirée. Voilà peut-être ce qu'Anne-Claire protège aujourd'hui avec le plus de soin, une vie qui n'appartient pas au public. Mais il reste cette question, celle qui nous accompagne depuis le début. Pourquoi, après toutes ces années, Anne-Claire Coudray n'épouse-t-elle pas Nicolas Vix? Le 30 mai 2026, sur RTL, Anne-Claire donne finalement une réponse étonnamment simple. Elle confirme qu'elle n'est pas mariée. Et lorsqu'elle imagine ce que représenterait l'organisation d'un mariage avec environ 150 personnes, son enthousiasme disparaît immédiatement. Elle a déjà officié lors des mariages de ses deux sœurs. Elle sait donc à quel point les préparatifs peuvent devenir stressants. Puis, elle lâche cette phrase presque désarmante. « Ah, j'ai toujours peur que les gens ne viennent pas. » Et soudain, toute cette histoire prend une couleur différente. Anne-Claire Coudray a travaillé dans des zones dangereuses. Elle a sauté en parachute. Elle est prête à monter dans un Alpha Jet avec la patrouille de France. Chaque week-end, elle affronte le direct devant des millions de Français. Mais réunir 150 personnes pour célébrer son propre mariage, cette idée suffit à la décourager. Quel paradoxe? Ou peut-être pas. Car après les départs, une rupture douloureuse dans les années passées à défendre son indépendance et cette carrière qui lui demande tant, Anne-Claire semble avoir construit avec Nicolas une forme d'engagement qui n'attend plus nécessairement la validation d'une cérémonie. Et Gilles Boulot, dans tout cela, peut-être n'a-t-il jamais été le mystère que certains voulaient voir. Gilles appartient à cette partie de sa vie où un regard peut sauver un direct. Nicolas appartient à celle où Anne-Claire n'a plus besoin de regarder une caméra. L'un comprend la pression du plateau, l'autre partage le quotidien qui commence lorsque les projecteurs s'éteignent. Et après plus de 10 années ensemble, une enfant et une vie construite à deux, peut-être que la question n'est finalement plus de savoir pourquoi Anne-Claire refuse de se marier. La vraie question est beaucoup plus universelle. Faut-il vraiment une alliance, une robe blanche et 150 invités pour prouver que deux personnes se sont choisies? Et vous? Qu'en pensez-vous? Comprenez-vous le choix d'Anne-Claire Coudray ou pensez-vous que le mariage conserve une importance particulière après tant d'années de vie commune? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a intéressé,
Pensez à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur les personnalités qui ont marqué la vie des Français.